Eh bien, bonjour à tous et toutes les familles, c'est Masca, j'espère que vous de la forme pour ma part, c'est extrêmement bien aujourd'hui les potes. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est donc la première vidéo réaction de la chaîne, je ne sais pas s'il y en aura d'autres. Aujourd'hui, en tout cas, je suis vraiment très content de vous la faire, parce que vraiment, il s'est passé quelque chose de dingue. Je pense que beaucoup de personnes l'auront vu, et pour ceux qui ne l'auront pas vu, eh ben, écoutez, maintenant, vous serez au courant. Alors simplement, aujourd'hui, nous sommes le 23 mars, à l'heure à laquelle je parle, et hier, donc le 22 mars 2021, au journal télévisé de 20h sur TF1, on a eu donc droit à un grand format concernant les cartes Pokémon. C'est-à-dire que les quelques millions de téléspectateurs qui regardaient le JTTF1 pour le Covid, pour la guerre, pour je ne sais quoi d'autre, un sujet d'actualité, ont vu passer ce grand format concernant les cartes Pokémon. Donc une extrême visibilité qui a été apportée au milieu Pokémon, ce qui n'était plus le cas depuis quelques temps. Il faut quand même dire que maintenant, c'était depuis 2016 qu'on avait eu droit simplement à une grande visibilité grâce à Pokémon Go, hein, qui avait fait quand même des ravages, notamment avec tout ce qui était gros raids dans les parcs, tout ça. On avait vu quand même pas mal de grosses choses comme ça. Et récemment, du coup, pour les 25 ans de Pokémon, donc 5 ans plus tard, on a donc eu le commencement avec une émission les 12 coups de midi qui a été spécialement dédiée au Pokémon. Donc avec une mascotte de Pikachu qui était venue, des questions spécialement posées sur des sujets Pokémon. Et du coup maintenant on poursuit cette conquête de Pokémon de la part de TF1 avec un grand format carrément, donc dans simplement l'émission la plus médiatisée de TF1, qui est donc le 20h, présenté par Gilles Boulot. Donc vraiment extrême visibilité par rapport à ça. Donc juste avant de commencer la vidéo, on va d'abord lire le descriptif, mais d'abord un grand bravo à David et Romain, donc d'Investcollect, qui ont réussi à se faire interviewer, qui ont vraiment dit des choses très pertinentes, on va le voir dans simplement cet entretien. Il y a aussi eu beaucoup de belles choses qui ont été réalisées de leur part, hormis cette interview. Voilà, vraiment, ce sont deux grandes figures de la collection, donc félicitations à vous deux. Du coup, on va commencer par lire le titre. Le grand format, c'est trésors cachés dans vos greniers. Retenez bien cette partie de phrase. C'est trésors cachés dans vos greniers. On va en rediscuter plus tard. Les deux plus gros investisseurs français de cartes Pokémon ont accepté de venir jusqu'à nous pour nous présenter certains de leurs trésors. Ils nous ont notamment montré une carte Pikachu achetée à 30 000 €. Ces bouts de carton ont pris de la valeur en peu de temps. Comme Justin Bieber aux États-Unis ou Kev Adams dans l'Hexagone, des personnalités s'y sont intéressées. Elles ont permis de dépoussiérer l'image de la marque. Ces cartes ont aussi pris de la valeur pendant le confinement, car beaucoup de nostalgiques sont tombés sur des vidéos YouTube et ont compris que leur passion d'enfance pouvait valoir très cher. Les Français ont beaucoup épargné ces derniers mois, ils ont délaissé les placements boursiers trop instables depuis un an. Ils se sont donc tournés vers des investissements insolites qu'il faut classer en deux catégories, les placements de passion dans lesquels on ne se trompe pas trop et les placements opportunistes qui sont plus dangereux car les arnaques qui sont plus fréquentes. Donc là aujourd'hui on va parler donc de passion car on parle de nostalgie, on parle de cartes Pokémon, de choses que l'on a connues durant notre enfance. Donc ce ne sont absolument pas des placements opportunistes. Avant de commencer la vidéo, on parlait donc de ce titre, les trésors cachés dans vos greniers. Vous allez comprendre pourquoi ça me fait un peu tiquer. Alors simplement on va taper Pokémon cartes TF1, hein, vous allez voir que ça va sortir directement. Et regardez le premier lien qui sort, quand on va cliquer dessus, regardez la miniature de la vidéo qui va s'afficher. On a donc un trophy Pikachu numéro 3, tout simplement, qui s'affiche. Alors le souci c'est quoi? C'est que Romain va le dire dans la vidéo, c'est que justement cette carte n'existe qu'en 4 exemplaires dans le monde. Donc si lui-même en possède une, ça veut dire que sur tous les continents du monde, sur toutes les mers que vous voulez, il n'en existe plus que 3 dans le monde. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, au Japon, en Europe, plus que 3. Donc comment dire que ce genre de carte, on ne trouve pas ça sous le sabot d'un cheval, comme on dit, et encore moins dans un grenier. Donc oui, il peut y avoir des choses très valuables dans vos greniers, mais certainement pas un Pikachu Illustrator. Bon, petit souci par rapport à ça, mais c'est pas grave, on va du coup commencer la vidéo de suite. Allez, let's go. Ont accepté de venir jusqu'à nous pour nous présenter quelques-uns de leurs trésors. Les connaisseurs l'auront déjà deviné grâce à ces quelques notes. Voici les deux plus gros investisseurs français de cartes Pokémon. Nous sommes là vraiment sur le Graal d'absolument toutes les cartes. Et il fallait être bien assis pour intégrer ce qu'ils allaient nous dire. Vous pouvez le voir. Donc là, on est sur une carte où il n'y a seulement que 4 exemplaires au monde. Voilà, donc là, Romain Chat le dit très bien. Il n'y a que 3 autres exemplaires existants, sachant que lui-même en détient une dans les locaux de TF1. Je l'ai acheté 30 000 € il y a 2 ans.
Mais aujourd'hui, on est sur les dernières ventes publiques, on est sur les 600 000. Bon, alors là, vraiment quelque chose de fou qui a été dit. C'est-à-dire qu'il y a 2 ans, quand tu as acheté cette carte, elle valait 30 000, donc en 2019. Maintenant, en 2021, elle vaut 600 000, soit une augmentation de x20 en seulement 2 ans, ce qui représente une augmentation du coup de x10 en 1 an, donc chaque année, ce qui fait une augmentation de 900% tous les ans. C'est quand même énormissime en fait, voire même plus. Donc on arrive vraiment à des quotas assez énormissimes. 600 000 euros. Comment un bout de carton peut-il prendre autant de valeur en si peu de temps? D'abord parce que des personnalités s'y sont intéressées. Aux États-Unis, le chanteur Justin Bieber exhibe fièrement sa collection. All the Pokémons, first generation. Alors, oui et non. Dans le sens où, quand elle parle des célébrités qui s'intéressent aux cartes Pokémon et qui font que maintenant il y a un effet de vague, oui, c'est vrai. Mais il faut aussi voir une chose, c'est que Justin Bieber, avec la grande influence qu'il a, n'a posté qu'une seule story. Il y a d'autres youtubeurs comme Logan Paul qui ont fait des séries de vidéos, qui ont fait des partenariats avec PSA, vraiment des gros trucs. Donc là, ces personnes-là ont plus d'influence que Justin Bieber avec une seule story, même si Justin Bieber a certainement une influence beaucoup plus grosse que celle de Logan Paul. Le seul truc, c'est que du coup, en France, on n'a pas forcément de telles choses. Et on va en parler justement maintenant. En France, l'humoriste Kev Adams s'y est mis aussi. Ce sont eux qui ont permis de dépoussiérer l'image de la marque. Alors, justement, quand on dit que Kev Adams a dépoussiéré l'image de la marque, pour moi, c'est absolument faux. En fait, dans la communauté française, on a 2 gros poissons en termes, on va dire, de célébrité. On a évidemment, Kev Adams, hein, comme l'a dit TF1, mais on a aussi Big Flo de Big Flo et Oli, qui lui, pour le coup, est beaucoup plus impliqué dans cette communauté qu'on voit au quotidien. À l'époque, il y avait aussi, Théo Griezmann, donc le frère d'Antoine Griezmann, qui s'était pas mal intéressé. Je ne sais pas du tout s'il fait encore des cartes Pokémon. Et donc Kev Adams, lui, a participé effectivement au live donc de Romain Chad d'Invest Collect pour ce qui est le box break, donc simplement l'ouverture d'un display de 36 boosters Neo Genesis édition 1 français, donc l'un des deux qui existe en France seulement. À côté, Big Flo a fait des ouvertures moins prestigieuses, qui restent quand même folles, hein, donc des boosters Il les Dragons avec mon pote Ikari que je salue, mais il a été présent sur la durée en fait, contrairement à Kev Adams qui a fait des apparitions très remarquées mais très furtives. Donc à voir ce qui est le plus influent parmi ces deux stratégies. Mais Pikachu, Alakazam ou Kangourex ont aussi pris de la valeur pendant le confinement. Là, je m'arrête de suite parce que je trouve ça honteux. Oui, Kangourex a pris de la valeur, mais pas tous les Kangourex, les potes. Que ce Kangourex Family Event Trophy Card qui vaut extrêmement cher, d'accord, en PSA 9. Le problème, c'est quoi? C'est que quand les gens vont entendre Kangourex lors du reportage, ils vont voir leur jungle, euh, simplement leur carte Kangourex Jungle édition 2 en rare, même pas en holographique, en état défoncé, et vont dire oh, j'ai un Kangourex, c'est bon, je peux m'acheter une villa à Ibiza. Et c'est totalement faux, évidemment. Bon, les collectionneurs sauront de quoi je parle, mais c'est ça un petit peu le souci, c'est que quand on a un sujet qui dure que 2 minutes sur les cartes Pokémon, on ne peut pas tout simplement épiloguer à ce point. On est quand même au JT, donc c'est pour ça qu'on ne peut pas vraiment critiquer TF1 pour ne pas avoir été précis à ce point-là. C'est tout à fait normal. Ils n'ont pas non plus tout le temps d'expliquer comment fonctionne le marché des cartes Pokémon et les cartes Pokémon qui codent le plus et celles qui codent le moins. Car beaucoup de nostalgiques sont tombés sur des vidéos YouTube et ont compris que leur passion d'enfance pouvait valoir très cher. Les cartes qui ont été imprimées il y a 20 ans, leur nombre reste identique, donc la demande augmente, mais l'offre reste la même. Ce qui fait que naturellement, les prix augmentent énormément. Alors oui, exactement. Dans ce que dit David, il a totalement raison. Dans le sens où, lorsque vous avez un premier tirage, notamment comme on voit à l'écran, la display set de base édition 1, effectivement, vous allez avoir un tirage limité. Donc, le tirage en 1999, il était déjà bouclé. En 2000, il n'y avait plus de tirage set de base. Du moins pas en édition 1. Donc, du coup, à partir de ce moment-là, les quantités vont rester les mêmes jusqu'en 2021 et les cartes en meilleur état vont forcément baisser parce qu'après, les gosses vont jouer avec dans la cour de récré, les gens vont pas en prendre soin, etc., etc. Le truc, par contre, ce qu'il faut un petit peu spécifier, c'est que la population de cartes non gradées va forcément descendre en termes de bon état ou quoi que ce soit, mais la population de cartes gradées, elle, peut encore augmenter évidemment, parce que les cartes qui sont en loose, comme on dit, donc c'est-à-dire non gradées, vont pouvoir se faire envoyer gradées. Donc la population peut toujours augmenter, mais uniquement en termes de gradation. On peut faire des découvertes comme ces boîtes ou ces cartes-là dans des greniers, chez des parents,
pas de Voilà. problème. Cherchez bien dans vos greniers si vous avez un Alakazam en parfaite qualité, ça peut valoir. Plusieurs milliers d'euros. Alors, par rapport à ce qui a été dit pardon, dans les greniers. Alors, je pense que c'est vrai, même dans les brocantes, dans les bourses à jouer, dans tout ce que vous voulez, vous pouvez trouver des trésors. Mais on applique trop en fait cette stratégie sur tout ce qui est Wizards ou BlockX. Ne pensez pas qu'il y a que le Block Wizard et le BlockX, les potes. Même si vous trouvez des displays XY dans des brocantes, c'est extrêmement bien. Il faut quand même se rendre compte que des displays XY aujourd'hui, avec la montée des cotes, même les plus claqués au sol, valent facilement 250 euros. La plupart des displays XY, comme Ciel Rugissant, Vigueur Spectral, Primo Shock, ce sont des séries qui valent facilement 600-700 euros la display. Donc vraiment, il n'y a pas que forcément Wizards et le BlockX qui comptent. Vous tombez sur un display Diamant et Perle, c'est le jackpot. Au minimum, vous en avez pour 4-5 000 euros la display, voire même plus. Donc, pour vous dire, il y a vraiment des choses qui peuvent valoir la peine et il n'y a pas que le bloc Wizard, il n'y a pas que le set de base. Même si c'est ce qu'on a tendance à valoriser généralement dans les cartes Pokémon. Plusieurs milliers d'euros. Les Français ont beaucoup épargné ces derniers mois et ce cabinet de conseil l'a constaté, ils ont délaissé les placements boursiers trop instables depuis un an pour se tourner vers des investissements insolites qu'il faut d'ailleurs classer en 2 catégories. Voilà, alors là, écoutez bien ce que cette femme va dire, c'est extrêmement important. Les placements, c'est un placement dit de passion. Donc on va retrouver le vin, les voitures, les bandes dessinées, les cartes Pokémon. En général, on ne se trompe pas trop quand on fait un placement de passion, parce que déjà, on se fait plaisir. Le deuxième type de placement, c'est plutôt des placements dits opportunistes. Et là, c'est un petit peu plus dangereux, comme les containers de bateaux, le cheptel, c'est-à-dire qu'on va investir dans les vaches laitières. Voilà. Bon, alors, je suis sûr que les conteneurs et les vaches ne vous intéressent absolument pas. Mais du coup, c'est bien pour vous dire que ce qui est important dans Pokémon, c'est tout ce qui est aspect passion, nostalgie, et pas vraiment l'aspect opportuniste. C'est-à-dire que là, effectivement, il y a plein de gens, même les gens de la formation, qui peuvent être opportunistes, qui vont profiter de cet effet de mode ou quoi que ce soit. Mais ce qu'il faut toujours bien prendre en compte, c'est que sans nostalgie, sans personnes qui ont réussi, qui ont de l'argent et qui aiment les cartes Pokémon au plus profondément de leur cœur, il n'y a pas de marché pour Pokémon. Si Pokémon était quelque chose dont les gens s'en battaient la race et que personne n'avait de la nostalgie par rapport à ça, les cartes Pokémon vaudraient zéro, nada à l'heure actuelle. Mais là, ce n'est pas le cas. Donc c'est pour ça, quand moi je vous dis que je n'investis pas, je forme ma collection monte en valeur parce que justement d'autres personnes, tout comme moi, apprécient ce qu'ils collectionnent. Et du coup, évidemment que la demande augmente alors que l'offre, comme l'a dit David, devient de plus en plus petite au fur et à mesure que le temps passe. Bon, à partir de ce moment-là, on va plus parler de cartes Pokémon, on va parler de Peugeot, on va parler de vaches. Du coup, on va retourner là où on retourne voir nos deux amis David et Romain à partir de 3035. Rationnel dans la manière dont les prix sont fixés. La preuve avec cette dernière démonstration. Revoici nos investisseurs qui vont tenter de vendre ce Dracofeu première édition, l'une des cartes préférées des collectionneurs. Il n'y en a que 28 dans le monde. Aïe aïe aïe. Quelle terrible erreur, c'était pourtant très bien parti. Et là, c'est la bourde de la journaliste. Alors parce que en fait, elle parle de Dracofeu, c'est de base édition 1, et elle a le malheur de dire qu'il n'en existe que 28 dans le monde. Or, il y a une petite spécificité à rajouter, c'est que les Dracofeu, c'est de base édition 1, il n'en existe pas 28. Par contre, effectivement, il existe 28 Dracofeu, c'est de base édition 1, PSA 10, avec la note 10 gradée chez PSA. Ça, c'est vrai. Mais du coup, malheureusement, on va avoir toute une vague de neuneux qui va se ramener demain sur Vinted et qui va tout simplement vendre des Alakazam en état dégueulasse en édition 2 pour 1000, 1500 euros en disant hey, Justine, au JT, elle a dit que ma carte elle valait plusieurs milliers d'euros, donc moi la mienne elle est bof bof en termes d'état, j'avais 1000 euros prix d'amis. En vrai, ce genre de carte valent 15 euros. Voilà, c'est justement ce qui peut être énervant quand on est collectionneur et malheureusement cet effet de reportage qui va être malheureusement par conséquent appliqué sur tout ce qui est Vinted, vente sur le bon coin, eBay, etc., ou voire même un effet de mode qui va faire que les personnes qui sont complètement mal informées vont acheter toutes les cartes en mauvais état de Alakazam en pensant que cette carte vaut vraiment plusieurs milliers d'euros, même en état dégueulasse. Et donc les personnes qui ont de l'argent et qui vont regarder ce reportage vont peut-être même, sans réfléchir, sans essayer de se renseigner, acheter toutes les cartes d'Alakazam sur le marché, c'est totalement possible. Donc voilà, c'est pour ça que c'est très intéressant de faire une sorte de réaction par rapport à ça, parce qu'il faut vraiment informer, je pense, par rapport à ce qui a été dit. Incroyable. J'ai pas les mots. Une pièce de musée.
Selon moi, elle vaudrait entre 30 et 35 000 euros. C'était bien sa cote le mois dernier, mais elle est de plus en plus convoitée. Nos vendeurs ne descendront pas sous les 45 000 euros. C'est comme ça que l'année dernière, c'était pas ça du tout les prix. Donc là, j'ai beaucoup de regrets, je m'en veux énormément. Ce n'est donc pas aujourd'hui que Benjamin va compléter sa collection. Les passionnés comme lui sont désormais bien trop nombreux à jouer le jeu. Ok, alors là, par contre c'est très très bien ce qui a été dit pour le coup, parce qu'il y a vraiment une mise en contexte. C'est-à-dire que, certes, peut-être que le Dracofeu, entre le mois de février et le mois de mars, a pris 15 000 euros, en passant de 30 000 à 45 000, soit une augmentation quand même de 50%, ce qui est énorme à voir. Mais d'un autre côté, il faut aussi se rendre compte que les prix ont explosé depuis l'année dernière. Que l'année dernière, je me rappelle très bien qu'un booster set de base édition 1, c'était 120 euros, qu'un Dracofeu Mint, c'est-à-dire 9 sorties de booster, c'était même pas 1000 euros. Aujourd'hui, pour 1000 euros, essayez de choper un Dracofeu set de base édition 1, vous allez rigoler, hein, voir dans quel état vous pouvez en avoir. Donc effectivement, les cotes montent, il y a beaucoup plus de personnes qui soit collectionnent, soit investissent, ça dépend. Voilà, dans tous les cas, ça crée de la demande et l'offre devient de plus en plus petite. Donc par rapport à ça, c'est vrai que c'est bien dit et que ça reflète quand même la réalité. Donc globalement, c'est un très bon reportage réalisé par TF1. Il y a quand même eu quelques petites erreurs, mais voilà, qui ont été plus ou moins corrigées par mes soins, même si je pense qu'il y a toujours des trucs à redire, ou même si personnellement, je vous l'ai dit, je ne suis absolument pas calé sur tout. Évidemment, sur tout ce qui est trophy, sur les cartes japonaises, US, je ne m'y connais pas beaucoup. Tout ce qui est français, Wizards non plus. Mais c'est vrai que voilà, tout le monde doit avoir un petit peu son domaine de prédilection. Et pour le coup, c'est vrai que c'est dur pour les journalistes de TF1 de parler d'un milieu qui leur est complètement étranger, alors que même moi, ça fait genre 10 ans que je suis dans Pokémon et je n'y connais absolument pas tout. Hein, il faut quand même être pragmatique par rapport à ça. Voilà du coup les potes, j'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura plu. Personnellement, bah, ça aura été un plaisir de visionner avec vous cette petite interview. Encore une fois, un grand bravo à David et à Robin d'Invest Collect. Sur ce, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, bye bye.